Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur de plusieurs livres, dont l'un des derniers s'appelle Le Grand Empêchement, une critique du libéralisme. Nous avons donc intitulé notre tour de table Napoléon le mal-aimé de la République. Et comme sous-titre, une fois n'est pas coutume, le 200e anniversaire d'un grand. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Oui, le mal-aimé de la République, parce qu'on voit très bien que dans le contexte actuel, dans le contexte idéologique actuel, de dépréciation de soi, il est très difficile de rendre hommage non seulement à Napoléon, mais à un moment très fort, très grand de l'histoire de France, même si ce moment a bien entendu ses parts d'ombre et pas seulement, sa part de lumière. Donc, on insiste sur le fait tout à fait exact que Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802, mais on ne contextualise absolument pas ça. Il l'a rétabli pour des raisons économiques. Et c'était un état d'esprit largement répandu. Et géopolitique d'ailleurs. Oui, et tout à fait. Et d'ailleurs, Napoléon, qui essayait aussi de comprendre l'esprit de son temps et les évolutions de l'esprit de son temps, a aboli justement l'esclavage, la servitude des Noirs pendant les 100 jours en 1815, ce qui montre bien que, en fait, il était attentif à l'esprit du temps. Donc, c'est un mauvais procès fait à Napoléon. On peut lui objecter, on peut objecter à sa politique bien des choses, mais ne pas contextualiser, c'est complètement idiot. Mais c'est surtout des milieux de la cancel culture ou la culture cancel, c'est-à-dire l'ancienne nouvelle extrême gauche. Tout à Mais fait. on ne va pas insister trop sur ce sujet. Bon, passons donc outre. Alors, cher ami, quelle est la place de Napoléon dans l'histoire de France? Oui, alors c'est une place considérable parce que c'est vraiment le moment d'une immense grandeur. D'une immense grandeur qui nous a beaucoup plus marqué que, par exemple, que l'empire de Charlemagne, parce que c'est vrai que parler de France à l'époque de Charlemagne, c'est très délicat. Bon, là, il y a quelque chose qui allait devenir la France qui existait depuis deux ou trois siècles, alors même plus si on remonte à la Gaule, mais la distinction entre France et germanité n'était pas encore tout à fait faite à l'époque de Charlemagne. Et Napoléon, par contre, intervient alors que la France existe de manière incontestable depuis plusieurs siècles. En gros, la nation française est constituée de manière indiscutable à partir de la guerre de Cent Ans. À partir de l'issue de la guerre de Cent Ans, il y a quelque chose qui très clairement est la France. À partir de Louis XI, c'est incontestable. Voilà. Donc, quatre siècles après Louis XI, en quelque sorte, il y a vraiment un immense empire, la France qui domine l'Europe, donc une place considérable qui a aussi déstabilisé en quelque sorte le psychisme français parce que l'empire de Napoléon a été tellement immense qu'il a fait perdre le sens des proportions. Quelle est la place de Napoléon dans l'histoire d'Europe? Alors, oui, je trouve que c'est important, comme tu le fais, Gilbert, de distinguer les choses, que c'est totalement différent. En fait, dans l'histoire de l'Europe, Napoléon a amené des bouleversements qui ont fait naître à beaucoup d'égards les nationalités. Alors, elles seraient sans doute apparues dans tous les cas de figure, mais ça a vraiment accéléré l'apparition du sentiment national, enfin des sentiments nationaux, notamment en Allemagne et en Italie. Alors, non pas que Napoléon était favorable à ces sentiments nationaux, en fait, il était favorable à ce que le sentiment national soit fort en France et le plus faible possible ailleurs, pour des raisons évidentes de suprématie française et de suprématie de sa propre personne d'empereur. Et en l'occurrence, par réaction face à l'occupation française et napoléonienne, eh bien, le sentiment national est né en Prusse.
On l'a vu en 1813 hein, avec la bataille des nations à Leipzig. Et puis, non pas pour ne pas parler d'une insurrection du peuple allemand, mais disons des soulèvements partiels et un état d'esprit, en tout cas, très anti-français qui s'est manifesté très clairement parce qu'en 1813, eh bien, toute la Confédération du Rhin, c'est-à-dire une bonne partie de l'Allemagne actuelle, était occupée par la France depuis 1806. Hein, donc, ça faisait quand même 6 à 7 ans d'occupation, ce qui fait quand même beaucoup. Donc, à son insu, Napoléon a fait naître le sentiment national allemand. En Italie, c'est un peu la même chose. Alors, ça a été, le sentiment anti-français était un petit peu moins fort en Italie qu'en Allemagne, mais il était quand même fort. Rappelons-nous qu'en avril 1814, hein, il y a une insurrection à Milan et les pro-français enfin une partie des pro-français, des administrateurs pro-français sont massacrés, hein, des Italiens qui étaient ralliés à la France. Et la création du royaume d'Italie, qui regroupait toute l'Italie du Nord, en gros, a contribué à une certaine unification italienne et pour le coup a aidé à la naissance du sentiment national italien, sans même parler de la tentative du roi de Naples, hein, Joachim Murat, d'envahir l'Italie du Nord en prétendant l'unifier, hein, en prétendant vouloir l'unifier avec l'appel à l'indépendance italienne et à l'unification italienne en 1815. Et donc ça, c'est un des premiers mouvements du sentiment national italien, lié d'ailleurs à la charbonnerie, à une partie de la franc-maçonnerie. Oui. Voilà. Donc, dans ce contexte, Napoléon a créé les premiers germes de nationalisme des pays européens, en fait. Et surtout Tout à fait. l'Allemagne, pour se résumer, surtout en Allemagne et en Italie. Voilà, alors il a aussi réveillé le sentiment national polonais, puisque les Polonais étaient très frustrés d'avoir disparu comme Pays. État, hein, à la suite des 3 partages que nous connaissons, hein, qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Donc, passons à la troisième question, à la troisième partie. Alors, quel est le rôle de Napoléon avec la Révolution, ou la Révolution et même la République d'ailleurs, vu qu'il a créé un empire? Oui, oui. Alors, donc c'est quelque chose d'assez paradoxal, puisque Napoléon met un terme à la Révolution. Hein, on connaît son expression. La Révolution est terminée. Elle est fixée aux bornes qui l'ont définie à son départ. C'est-à-dire que la Révolution qui a été jusqu'en 95 et même jusqu'en 99 à un degré moindre, une sorte de ballon qui ne cessait de rouler, hein, qui ne cessait de se réinventer avec des coups de barre à droite, des coups de barre à gauche, des tentatives de coups d'État royalistes, des tentatives de retour révolutionnaire jacobin, etc. La révolution est terminée en 1799 et elle est terminée en prenant acte des acquis essentiellement favorables à la bourgeoisie. Hein, tout cela est consolidé dans le Code civil, hein, les masses de granit dont parlait Napoléon, qui devaient en quelque sorte, dans une société individualiste, être l'élément qui soudait le peuple français aux principes fondateurs de la Révolution, mais à ces principes fondateurs considérés comme immobiles en quelque sorte, hein, qui sont en gros les principes du droit bourgeois, et en cassant ce que la Révolution avait manifesté à partir de fin 92, c'est-à-dire un processus révolutionnaire, un processus de surenchère en quelque sorte permanente. Hein. Donc les montagnards contre les Girondins, et puis ensuite au sein des montagnards, les robespierristes avec Saint-Just, et puis la tentative d'aller encore plus loin avec les enragés, etc. Et puis avec Robespierre, hein, qui à certains égards fait penser à Napoléon, puisque
Robespierre est en quelque sorte un Napoléon raté, c'est-à-dire que Robespierre essayait par des coups de barre à droite et des coups de barre à gauche contre les enragés d'un côté et contre les modérés de l'autre, de stabiliser la révolution, mais il n'y est pas parvenu, alors que Napoléon Bonaparte y est parvenu sur une base différente et sur une base à partir d'une France qui n'était plus en guerre contre toute l'Europe, puisqu'en 1799, on va progressivement vers une paix générale qui est conclue en 1802, mais qui par contre ne dure qu'un an et demi, puisque dès 1803, la guerre reprend contre l'Europe. Mais c'est une guerre sous une forme totalement différente, puisque pendant des années, le territoire national français n'est plus menacé, alors qu'il était menacé en 1793. Donc la grande contradiction de Napoléon, c'est qu'il crée un empire, mais il cimente en fait la République. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un processus qu'on pourrait appeler un processus de tuilage. Parce qu'en 1804, quand en mai 1804, Napoléon proclame l'Empire, ensuite il y a le couronnement le 2 décembre, en fait, sur les monnaies, il est écrit République française, Napoléon Ier, empereur. Et donc, en fait, il est indiqué que la République française se donne comme chef de l'État, en quelque sorte, un empereur. Et jusqu'en 1808, nous aurons cette ambiguïté avec les pièces de monnaie qui indiqueront République française, Napoléon Ier empereur. Il n'y a qu'à partir de 1808 que sur les pièces, il sera indiqué Empire français, Napoléon Ier. Donc, il y a une sorte de processus vraiment de tuilage où Napoléon se met dans la continuité de la République. Alors, ça sera, on a vu que ce tuilage se termine en 1808 et le détuilage, si je puis dire, se radicalise quand la monarchie napoléonienne devient précisément de plus en plus autocratique et de moins en moins républicaine. Et un des tournants, c'est tout de même le remariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche, de Habsbourg-Lorraine. Et là, à partir de là, tous les symboles républicains, tous les symboles issus de la Révolution française disparaissent. Et pour le coup, Napoléon se coupe aussi de ses racines révolutionnaires et aussi en bonne part de ses racines populaires. Du coup, il s'affaiblit en quelque sorte quand il va trop loin dans l'oubli de ses origines républicaines. Et on verra cet affaiblissement très clairement, puisque quand fin 1813, début 1814, la France est envahie, eh bien, le peuple français ne fournit pas 300 000 hommes à Napoléon pour arrêter l'invasion, puisqu'il y a une usure du pouvoir. Mais là, c'est un autre chapitre sur lequel je ne m'étends pas pour l'instant. Ça nous porte sur la prochaine question. Quel est le choc psychologique de Napoléon sur la France, sur l'état d'esprit en France? Tout à fait. Donc, c'est un choc psychologique énorme que l'on voit bien en lisant Stendhal, auteur d'ailleurs d'un essai sur Napoléon. C'est-à-dire que la France, les Français vivent dans un état où ils sont en quelque sorte survoltés pendant des années, en lisant des nouvelles très impressionnantes, en lisant par exemple que la Hollande est rattachée à la France en 1810, ce qui était l'objectif de Louis XIV qu'il n'a jamais pu réaliser. Et c'est vrai qu'il y a une accélération de l'histoire impressionnante, c'est-à-dire que d'année en année, en quelque sorte, la France s'agrandit de manière au demeurant totalement déraisonnable. Et donc, à partir de 1815, la France connaît en quelque sorte une sorte de dépression, c'est-à-dire que la Restauration est une période qui manque de gloire. Il y a la petite expédition d'Espagne en 1823. Bon, il y a la conquête de l'Algérie en 1830, mais qui n'a pas un grand retentissement. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de dépression psychique. Et le plus dramatique, c'est que les Français vivent un peu sur les souvenirs de leur gloire
et n'ont pas une vision objective de leurs facteurs de déclassement historique. Et ce déclassement historique se produit pourtant assez vite par une régression démographique de la France, une régression relative de la France par rapport aux autres pays, et notamment par rapport à l'Allemagne, mais aussi un retard dans l'industrialisation. Et donc, le souvenir de Napoléon amènera à une perte des réalités. Cette perte des réalités, elle est manifeste en 1870, où l'empire de Napoléon III, vieillissant, pense pouvoir battre les Prussiens alors que nous sommes battus très rapidement. La guerre de 14-18 nous amène une victoire trompeuse parce que nous gagnons de peu, et nous gagnons notamment avec le soutien américain, ajouté au soutien britannique. Et par ailleurs, si nous n'avons pas perdu en 14, c'est en bonne part grâce au sacrifice de l'armée russe. Donc nous oublions tout ça. Et en fait, 1940, notre défaite rapide de 1940 nous ramène à beaucoup d'égards au traumatisme de Waterloo. En vérité, nous ne nous sommes jamais remis de Waterloo 1815. Waterloo voilà. Reste le choc principal, même oui, tout à fait. Alors, bien sûr, la première défaite de Napoléon intervient dès 1814, hein, mais 1815, Waterloo a une valeur symbolique plus grande, puisque ça se passe très vite. La campagne de Belgique en 1815 dure 3-4 jours. Enfin, Napoléon entre en Belgique le 14 juin 1815. Il remporte la demi-victoire de Ligny le 16 juin et il est battu à Waterloo le 18 juin et c'est terminé. Il rentre ensuite à Paris. Donc, c'est une campagne qui dure moins d'une semaine et qui se termine par une défaite totale quand même. Waterloo est un véritable désastre. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose dont nous ne nous sommes jamais remis et qui nous a amené, qui a amené la France à ne voir finalement comme allié possible en Europe que le vainqueur de Waterloo, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Alors c'était au demeurant la Grande-Bretagne aidée par les Prussiens. Mais force est de constater que nous n'avions, avant même que les Prussiens du maréchal Blücher arrivent sur le champ de bataille de Waterloo, nous n'avions toujours pas battu les Anglais de Wellington. Donc les Anglais de Wellington, qui étaient d'ailleurs renforcés par des Belges, par des Néerlandais, se sont incontestablement très bien battus. Ce qui fait que nous avons considéré que notre seul allié possible en Europe, c'était la Grande-Bretagne. Sauf que la Grande-Bretagne, ce n'est pas tout à fait l'Europe parce que c'est une île. Donc, ça nous a mis dans une situation très particulière. Effectivement, à partir de là, nous n'avons rien osé entreprendre sans l'accord, sans l'alliance de la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne qui est d'ailleurs une puissance maritime avec d'autres intérêts géopolitiques. Absolument, avec d'autres intérêts géopolitiques et aussi avec le souci constant dans l'histoire de l'Angleterre et plus largement de la Grande-Bretagne, le souci constant qu'aucune puissance ne soit hégémonique en Europe. Donc que l'Europe reste divisée en puissances à peu près égales. Ce qui semble être la politique actuelle de la Grande-Bretagne. Mais on arrive… Donc évidemment, la Grande-Bretagne n'a jamais voulu que la France ait une chance de retrouver ce que la France a appelé à une époque ses frontières naturelles, c'est-à-dire le Rhin. Bon, donc c'est la bonne transition pour ouvrir le dernier volet de cette émission qu'on va intituler la politique de Napoléon, ou plutôt la vision géopolitique de Napoléon. Donc il y en a pratiquement 3. Et on va en discuter une par une. Alors les 3, c'est la grande France, l'Empire d'Occident ou l'Empire d'Europe. Tout à fait. Donc en fait, Napoléon évolue en quelque sorte de la première notion jusqu'à la troisième, mais sans garder le sens de la mesure, le sens des proportions et surtout le sens des possibles.
Alors évidemment, il hérite d'une grande France, hein, c'est-à-dire d'une France à qui la Prusse a reconnu dès 1795 la rive gauche du Rhin. Il hérite en 1799 d'une France avec toute la rive gauche du Rhin, avec la Belgique, avec la Rhénanie, et aussi dominant une partie de l'Italie. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils se sont obligés d'assumer, et donc évidemment, c'est un héritage aussi de la Révolution. Mais assez vite, après Austerlitz et plus encore après sa victoire sur la Prusse, il se voit comme empereur d'Occident. Il envisage d'ailleurs, à un moment donné, il hésite à se faire couronner empereur d'Occident. Le pape, d'ailleurs, le pape Pie VII, n'y aurait pas été hostile, semble-t-il. Alors, empereur d'Occident, ça veut dire en gros jusqu'à l'Elbe, ce qui correspond un peu aux frontières de la Confédération du Rhin, ou en tout cas aux premières frontières de la Confédération du Rhin, créées en 1807. Donc, en 1806, pardon, après Austerlitz, et agrandi en 1807. Et ensuite encore agrandi en 1809. Donc, le problème, c'est que Napoléon très vite perd le sens de la mesure et rétablit déjà une petite Pologne en 1807, ce qui est quand même une pomme de discorde possible avec le tsar, une Pologne un peu plus grande en 1809 après sa victoire sur l'Autriche, et du coup devient presque une sorte d'empereur d'Europe. Mais le problème, c'est que Napoléon ne veut pas seulement que la France soit la plus grande puissance européenne, mais il veut que la France soit en quelque sorte l'arbitre de l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas en termes d'équilibre européen. Il ne veut pas que l'Autriche ait un accès à la mer, puisqu'il lui a enlevé tout accès à la mer en 1809, ce qui est quelque chose que les Autrichiens supportent très mal. L'Autriche aurait préféré donner la Galicie à Napoléon, c'est-à-dire le sud de la Pologne, plutôt que de perdre la Dalmatie et les territoires annexes que Napoléon a appelés provinces illyriennes, et qui lui donnent un accès à la mer. Notamment Trieste a toujours été une ville à laquelle l'Empire d'Autriche était très attaché comme principal port sur l'Adriatique. Napoléon a beaucoup réduit l'importance de la Prusse, mais sans l'écraser totalement. Donc Napoléon ne réfléchit pas en termes d'équilibre européen. On le voit très bien en 1812 où il envahit la Russie, mais sans objectif clair, sans proposer quelque chose de motivant à ses alliés qui sont la Prusse et l'Autriche, qui sont en fait des alliés forcés, mais qu'il considère comme des alliés annexes en quelque sorte. Et Napoléon ne réfléchit pas en termes d'équilibre européen. Il ne s'engage même pas d'ailleurs à rétablir la Pologne pour ne pas mécontenter éventuellement le tsar en cas de réconciliation, et surtout, plus encore, pour ne pas mécontenter l'Autriche. Donc, il n'a pas une politique d'équilibre européen. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment une politique très déséquilibrée. Il ne se rend absolument pas compte que la France, bien qu'elle soit, après la Russie, quand même, la première puissance démographique d'Europe, ne se rend pas compte que la France n'a absolument pas les moyens militaires de dominer l'Europe. Elle aurait au mieux les moyens militaires de dominer une sorte de petit empire d'Occident, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne, et à ce moment-là, il y aurait donc 3 Allemagnes, une Allemagne sous influence française, jusqu'à l'Elbe en gros, une Allemagne sous influence prussienne, au-delà de l'Elbe pour l'essentiel, et une Allemagne sous influence autrichienne, puisque l'Autriche est quand même peuplée essentiellement d'Allemands, avec le Tyrol, etc. Mais pour le coup, on voit que Napoléon ne sait pas s'arrêter. Un exemple peu connu, c'est après Iéna. Bon, Iéna, c'est incontestablement une provocation de la Prusse, imagine, rêve à l'armée de Frédéric II et pense qu'elle va écraser les armées de Napoléon. Donc il y a un ultimatum de la Prusse, et fondamentalement, la Prusse joue un grand rôle dans la guerre de 1806. Elle a une grande responsabilité parce que c'est vrai qu'elle donne à Napoléon un ultimatum dont elle peut bien se douter qu'il ne va pas
l'accepter. Et en l'occurrence, après Iéna et Auerstadt, Napoléon a remporté donc 2 victoires importantes sur la Prusse et il envisage la paix. Mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a eu tout d'abord des premières propositions qui sont transmises à la Prusse, qui sont des propositions raisonnables, qui laissent à la Prusse, Magdebourg, ce qu'on appelle la Vieille Marche, hein, qui est à l'ouest de Magdebourg, et une partie de ce qu'on appelle actuellement la Basse-Saxe. Des propositions raisonnables qui auraient certainement permis de faire la paix. Or, finalement, Napoléon refuse d'aller plus loin dans ses propositions et veut continuer la guerre pour obtenir plus de la Prusse, pour obtenir une capitulation plus complète de la Prusse, ou des conditions de paix plus favorables à la France, encore plus favorables, et ce qui amènera à la campagne qui va jusqu'en Prusse orientale, avec la bataille d'Eylau, avec la bataille de Friedland. Bon, il se trouve que Napoléon l'emporte, mais déjà, il prend un risque énorme, et déjà, en refusant des propositions de paix raisonnables que la Prusse était prête à accepter fin 1806, il prolonge la guerre jusqu'en juin 1807. Donc déjà, il est dans la démesure, et déjà, alors qu'il contrôle déjà ce qu'on pourrait appeler l'Empire d'Occident, c'est-à-dire l'Allemagne occidentale, l'Italie et la France, déjà, il veut plus, dès 1807, que l'Empire d'Occident. Il veut une sorte d'empire d'Europe. En fait, son alliance avec le tsar ne dure pas, notamment parce que Napoléon ne choisit pas clairement de permettre au tsar, par exemple, d'aller loin en direction de Constantinople face à l'Empire ottoman, puisque c'est un peu ce que souhaiterait le tsar, c'est-à-dire l'accord de Napoléon pour dépecer l'Empire ottoman. Mais Napoléon veut à la fois s'allier avec le tsar sans s'engager sur le dépeçage de l'Empire ottoman au profit de la Russie. Donc, du coup, cette alliance n'a pas de succès. Et fondamentalement, Napoléon ensuite envahit l'Espagne et se met vraiment dans la situation de vouloir, non pas que l'Europe soit fédérale, parce que ça, c'est une propagande du mémorial de Sainte-Hélène, non pas que l'Europe soit unie de manière égalitaire, mais que toute l'Europe soit dominée par la France. Donc, pour le coup, c'est du nationalisme français qui supposerait une puissance démographique de la France qu'elle n'avait pas. La France n'avait pas les moyens de dominer toute l'Europe. C'est pas possible. À la fois de dominer l'Italie, de dominer l'Allemagne, de dominer l'Espagne, c'est impossible. Il ne faut pas vous oublier que en 1811, il y a quand même 350 000 soldats français en Espagne, et cela ne suffit pas à contrôler l'Espagne, qui est peuplée pourtant qui est assez peu peuplée à l'époque. Il y a environ 8 ou 9 millions d'Espagnols. Cela ne suffit pas à contrôler l'Espagne, ni à contrôler le Portugal, puisque les Anglais entretiennent une armée anglo-portugaise, avec en plus des soutiens des insurgés espagnols dans la péninsule ibérique. Donc, Napoléon est vraiment dans la démesure, puisqu'il envahit la Russie alors que l'affaire d'Espagne n'est pas réglée. Et c'est vrai que entre la Grande France et les frontières naturelles, qui étaient certainement très jouables, l'Empire d'Occident, qui était peut-être jouable, et l'Empire d'Europe, qui n'était pas jouable du tout, eh bien Napoléon ne choisit pas, et même en 1813, il refuse de faire beaucoup de concessions lors des tractations, même s'il y avait de la mauvaise foi des deux côtés, lors des tractations qui ont lieu au cours de l'armistice dit de Clausewitz, hein, qui a lieu de juin 1813 au 10 août 1813. Hein. Donc vraiment, irréalisme de Napoléon et refus de réfléchir en termes d'équilibre européen. Donc il a même créé une unité européenne contre la France, en fait, dans un certain Alors, sens. tout à fait. Alors, pour le coup, Napoléon, qui prétend dans ses mémoires avoir voulu fondre tous les peuples d'Europe en une seule nation, en fait, non, il voulait être l'empereur de
de l'Europe. Il voulait être en quelque sorte le roi des rois. Mais effectivement, il a réussi par contre une coalition générale des Suédois, des Russes, des Prussiens, des Allemands de la Confédération du Rhin qui se sont retournés contre Napoléon, des Autrichiens, y compris les autres peuples de l'Empire d'Autriche, comme les Tchèques, les Hongrois, etc., des Russes, je crois que je l'ai cité, de tous les peuples, sauf le Danemark, si je puis dire, contre Napoléon, et même des Espagnols, avec qui une alliance avait été conclue, qui, Caïn-Caïn, fonctionnait des années 1800 jusqu'en 1808. Et donc, effectivement, pour le coup, Napoléon a fait en sorte que la France soit considérée comme l'ennemi de l'Europe. Et il a fallu la sagesse diplomatique, il faut bien le dire, de Louis XVIII pour que la France reprenne une place en Europe. Mais par contre, toute aspiration vers les frontières naturelles provoquait une levée de boucliers. Bon, mais c'est d'ailleurs pour ça que la Rhénanie a été donnée à la Prusse au Congrès de Vienne en 1815. Mais malgré tout et malgré les polémiques d'aujourd'hui, nous, le 5 mai, on va quand même fêter le 200e anniversaire de Napoléon. En tout cas, le commémorer, moi, comme beaucoup, j'ai passé ma jeunesse à lire des ouvrages sur l'empereur. Évidemment, avec le temps, j'ai appris à voir son sens de la démesure. Il est évident qu'il a laissé la France plus petite en 1815 qu'il ne l'avait prise en 1799. Mais pour autant, c'est un personnage extraordinairement fascinant, au même titre que César ou Alexandre. Lui, il faut effectivement commémorer sa disparition le 5 mai 1821. Donc on va conclure ici l'émission de ce soir. Je te remercie. Je rappelle à nos éditeurs qui peuvent, comme d'habitude, commenter cette émission et surtout, et j'insiste sur ça, surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous permet de monter dans les algorithmes de YouTube, bien entendu. Et sur ça, bonne soirée, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.